Alors les chats, il y en a plein sur Internet, je pense que vous avez remarqué. Hein, vous cherchez n'importe quoi, chat, sur Google Images et machin. Alors maintenant, essayez, vous rajoutez intrication quantique. Il y a beaucoup moins de réponses pertinentes. Donc on va parler d'informatique quantique. Et comme donc le titre n'était pas très très rigolo, j'ai du mal à faire des talks sérieux en fait, je me rends compte. On va aussi parler pas mal de chats. Donc il y a un jeu, c'est qu'il faut compter le nombre de chats dans les slides. Et la deuxième chose que j'ai appris, c'est que moi, en fait, la raison pour laquelle j'ai proposé ce talk, c'est que l'informatique quantique, moi, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc j'attendais que quelqu'un propose ce talk-là, que je puisse aller le voir. Parce que je lis ce genre de magazine où on a des gentils journalistes qui vous expliquent ça en large et à travers, des chercheurs qui font des papiers. Donc voilà, c'est intéressant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, pour pouvoir faire un talk dessus, mais on est plutôt obligé de lire des trucs comme ça. Et en fait, moi, j'arrive à comprendre l'introduction. Puis alors après, par contre, là, ça... Il y a des courbes comme ça, enfin bref. Bon. Donc c'est vrai que c'est peut-être un métier aussi. Alors quand on parle d'informatique quantique, donc effectivement, il y a des gens qui font des recherches et qui arrivent à faire des choses avec, qui publient des papiers. C'est super intéressant de voir comment ça évolue. Ensuite, il y a des journalistes qui en parlent. Donc des fois, on a des trucs assez étonnants. Bon. Mais après, on va avoir une vision intéressante. Après, on a la version hollywoodienne, où là, bon bref, quoi. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, si on regarde simplement la façon dont c'est couvert par la presse, on se rend compte qu'il y a quelques années, on parlait de ça de manière vraiment très, très théorique, même dans les magazines spécialisés. Maintenant, on commence à voir apparaître des news grand public, enfin, grand public entre guillemets, qui nous explique qu'effectivement, la NSA n'a aucune information sur le fait qu'ils auraient des serveurs utilisant des systèmes quantiques, que Google a investi dans un serveur expérimental, que IBM propose l'accès à ces labs aux gens qui veulent expérimenter. Donc, il y a des choses qui se passent. Et donc, le but de cette conf, c'est effectivement de faire un petit peu un état des lieux pour comprendre de quoi il s'agit. Alors pourquoi on irait inventer un truc quantique en informatique à part pour se faire des nœuds au cerveau ? La raison principale qui peut nous pousser vers ça, c'est que la fréquence de nos processeurs, vous avez dû le constater, on commence à stagner au bout d'un moment. Donc la fameuse théorie qu'on a longtemps appliquée, qui consistait à attendre qu'il y ait des machines plus rapides, elle plafonne. Donc on vous explique, vous allez faire des streams en Java 8, ça va paralléliser. Quand on parle de paralléliser, il y a des gens qui font ça, par exemple, utilisent les technologies qu'on a utilisées pour les processeurs graphiques, qui font du calcul vectoriel, qui font tout en parallèle sur énormément de données, mais ça reste de la multiplication, on va dire, linéaire de la capacité de calcul. Là, ce auquel on va s'intéresser, c'est quelque chose qui, pour certains, sont à la limite de la magie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une combinaison assez affolante de données et trouver un moyen d'aller piocher la bonne info au bon endroit. Alors, ce n'est pas une idée qui est vraiment nouvelle. C'est Richard Feynman qui avait publié un papier. Donc, vous voyez la date du papier. Est-ce qu'on la voit sur le papier? Non, là-bas. Dans les années 70, en fait, il avait publié un papier dans lequel il expliquait qu'en utilisant les phénomènes quantiques, on serait capable de simuler d'autres phénomènes avec un facteur d'accélération qui n'est totalement inatteignable avec les méthodes classiques. Bon, c'est un mec qui était assez visionnaire, donc, sur pas mal de sujets. Donc, après, lui, son idée, c'était de la simulation dans le cadre de la recherche fondamentale, c'est-à-dire un moyen en fait, d'utiliser les capacités quantiques pour aller plus loin. Ce n'était pas de l'informatique au sens où nous, on l'entend. Mais entre-temps, les choses ont bougé. Alors, la raison de tout ça, c'est que nous, ce qu'on manipule, c'est des bits. C'est-à-dire, c'est un machin, soit il vaut 0, soit il vaut 1. Alors, on a vu ce matin en keynote qu'il y a des choses pour lesquelles ce n'est pas toujours binaire. Mais enfin, en général, effectivement, dès qu'on rentre sous le capot d'un ordinateur, on arrive assez vite à ces éléments réducteurs. Et ce qui va se passer dans un monde quantique, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle de la superposition d'états. On va en reparler un petit peu. C'est-à-dire que notre information va devenir probabiliste. Alors pas probabiliste dans ce sens-là, où on a une probabilité de machin et le complémentaire de l'autre côté. Un truc qui est un peu plus élaboré. Alors je vais sans doute extrêmement mal l'expliquer. C'est pour ça que je vous recommande d'aller voir sur la chaîne de Bruce, qui fait la chaîne YouTube y penser, qu'il
vidéos rigolotes et non certaines où il essaye d'expliquer lui aussi les notions quantiques avec des mots un peu mieux choisis. Et donc, souvent ça c'est associé à M. Schrödinger qui a parlé de chat. Parce que c'est vrai qu'au moment où on a commencé à se rendre compte que ce qui se passait à l'échelle de l'infiniment petit, c'est qu'il y avait des choses qui avaient l'air de se faire en même temps, mais qui n'ont aucun sens en fait, à notre échelle à nous. Il a pris cette image, ce fameux chat qui est dans sa boîte, et qui est à la fois mort et vivant, ce qui a priori heurte la sensibilité, mais pas que des plus jeunes, et qui pourtant, à l'échelle atomique, c'est ce qui a l'air de se passer. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de cette expérience des fentes Young. Si vous avez l'occasion de vous balader en bord de mer, on voit effectivement souvent la houle comme ça qui rentre dans un port et puis qui interfère avec elle-même et ça fait des jolies formes. Ça consiste effectivement à avoir une onde qui va passer par deux ouvertures et qui va en fait s'annuler elle-même en certains endroits et se renforcer. Et on obtient ce genre de figure, donc dite figure d'interférence. Donc ça, c'est une onde, tout le monde il est d'accord avec ça. Puis en fait, on se rend compte que c'est une des raisons pour lesquelles on a considéré que la lumière était un phénomène ondulatoire, parce que la lumière aussi, ça fait ça. Puis un jour, il y a des gens qui se sont dit, on va essayer avec des électrons. Les électrons, a priori, c'est pas très ondulatoire. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont l'air de montrer que ça ressemble à des petits trucs un peu bien solides quand même. Donc ils les ont fait passer dans deux fentes, avec des canons à électrons, les uns après les autres. Alors ce qui est intéressant dans ce côté les uns après les autres, c'est que à notre échelle, on se dit, voilà, il s'est passé un certain temps entre deux électrons qui partent, donc normalement, ils sont indépendants les uns des autres, ils ne peuvent pas se causer, se mettre d'accord avant. Et puis alors, quand on regarde, effectivement, les électrons, ils passent dans un trou un peu au pif, comme ça, au hasard, c'est le canon. Vous imaginez un canon électron, c'est pas... bon, c'est... Donc, ils passent dans les trous, ils rebondissent un peu, puis petit à petit, on voit apparaître une figure d'interférence. L'électron, notre petite bille, elle a choisi de passer dans un trou, peut-être dans l'autre, et peut-être dans les deux, ce qui n'a aucun sens. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va mettre un laser devant chaque trou. Comme ça, on est capable de détecter si l'électron est passé ou pas, parce qu'on capte une résonance magnétique. Et si on fait ça, il n'y a plus d'interférence. L'électron, il n'a pas envie qu'on le regarde passer. Alors on dit, oui, mais c'est parce que en fait, le laser, à l'échelle de l'électron, perturbe l'électron. Donc en fait, il ne se contente plus de passer entre deux trous, il passe entre deux trous et un laser. Donc, en fait, la difficulté avec la mécanique quantique, c'est qu'en fait, on ne peut pas la comprendre. Il n'y a aucun équivalent à notre échelle. Alors, soit on dit que c'est un truc, on n'y comprend rien et on s'arrête là. Donc après, voilà, il y a des chats qui volent et tout ça. Bon. Parce que c'est vrai qu'à notre échelle, si on balance des chats dans des fentes, non, ils n'interfèrent pas avec eux-mêmes, quoi. Enfin, c'est rare. Et donc, du coup, pour reprendre Richard Feynman, il est le premier à dire, en fait, personne n'y comprend rien. Et quand on commence, vous allez à l'université, vous inscrivez en mécanique quantique, il faut déjà en vouloir, le premier cours, le prof vous dit, personne ne va rien y comprendre, moi le premier. Alors, les fondamentaux de la mécanique quantique, ce qui en fait la difficulté, en fait, c'est que c'est une approche qui a réussi à trouver des structures mathématiques qui expliquent ce qu'on voit, ce qu'on constate dans les expériences. On sait, par exemple, qu'effectivement, pour décrire un système quantique, on a une formulation mathématique, la fameuse fonction psi avec cette notation, donc le bras et le ket derrière. C'est pour ça que le sujet de la conf, c'est les chats de Schrödinger avec un chat. Et cette formulation nous permet de faire des calculs et d'anticiper ce qui va se passer avec une précision démoniaque. Et quand on fait les mesures, jusqu'à la 8e décimale, on trouve vraiment pile ça. Et personne n'était capable de l'expliquer autrement. Sauf qu'à un moment, on se dit, ça veut dire quoi du coup? Il se passe quoi à l'intérieur? L'électron, il est passé par quelle fente? Donc, du coup, c'est une onde, l'électron. C'est une particule. Vous savez, la fameuse dualité onde-corpuscule. C'est joli, la dualité. Bon. En fait, non, c'est pas une onde des fois et un corpuscule d'autre. C'est un truc qu'on n'arrive pas à se représenter. Et dans certaines expériences, ça a un comportement qui, à notre échelle, ressemble à celui d'une onde. Donc, il ne faut pas forcément aller plus loin.
Et ce que nous donne cette formulation mathématique, en fait, c'est, je vous parlais d'un bit probabiliste, parce que je reviens quand même au sujet, au bout d'un moment. Ce bit probabiliste, en fait, c'est pas un truc qui est entre 0 et 1. C'est un truc qui est sur une sphère. C'est-à-dire qu'on va utiliser une notation avec là, j'y arrivais, un nombre, non, enfin, le i, là, en maths, c'est pas un nombre virtuel, c'est un nombre imaginaire. Wouhou, comme quoi il faut dormir la nuit. Merci. Donc un nombre imaginaire qui nous permet de nous positionner sur une sphère. Donc on a vraiment deux facteurs. Et donc l'état d'un bit quantique, eh ben, ça va être une combinaison de la valeur 0 et de la valeur 1 quelque part sur la sphère. Et quand on va vouloir, donc ça, c'est tant qu'on ne le touche pas, il est quelque part là-dedans. Parce qu'on parle souvent effectivement de cette notion d'incertitude, il est quelque part. Il est quelque part entre les deux fentes, il est passé des deux côtés en même temps, il fait 5 fois le tour, il interfère avec lui-même, et peut-être à un moment, il va taper dans le mur. Et donc, il y a ce moment où on va le mesurer. Et en fait, faire une mesure, en gros, ça va consister à venir projeter un élément de cette sphère sur un des axes. Et c'est pour ça que là, il arrête d'interférer d'un coup, parce qu'il est sur l'axe, il a une valeur donnée. Et la projection, bah, vous vous doutez bien, ça va être un cosinus de machin. Et ce cosinus, donc, ce n'est pas une valeur complète, et c'est là qu'on a cette notion de probabilité. C'est-à-dire que si on fait l'expérience, on n'aura pas toujours le même résultat. On est obligé de la refaire n fois, et on va se rendre compte que, bah, oui, au bout de n fois, on trouve bien cette valeur qui a été prédite par d'un point de vue mathématique, où on retrouve cette probabilité. On ne vous dit pas, si vous balancez un électron, il va arriver là. On dit, si vous balancez 10 000 électrons, il y en a 60%, ils seront là. Et vous en trouvez 59,99999,872. Toujours un petit. Et là, il y a Feynman qui vous dit, tada! Voilà. Alors lui, donc voilà, il dit, c'est pas grave, on va simuler la physique avec des mécaniques quantiques. Il n'y a plus qu'à. Hein, sur le papier, ça marche, il n'y a plus qu'à. Alors, en vrai, parce que effectivement, quand il a fait son papier, c'était super intéressant, mais on ne les a pas eu tout de suite, les ordinateurs quantiques. Enfin, moi, j'ai commandé, toujours pas... Alors le problème, effectivement, c'est que bon, le qubit, vous avez vu, c'est une jolie sphère dans un espace hermitien, content. Alors en vrai, comment on fait pour en faire En gros, il va falloir être capable d'isoler une particule qu'on va vouloir manipuler. Donc le concept de se dire on l'isole, mais on la manipule, on sent déjà que ça ne va pas être simple. Et puis en général, bah, l'isoler, ça veut dire qu'il faut qu'il fasse froid, hein, parce qu'il y a des rayonnements électromagnétiques, il faut que ça soit assez... Donc ça se traduit dans ce genre de choses. En haut, alors tu m'as dit qu'il fallait montrer de ce côté-là, sinon sur la vidéo ça fait bizarre. Ouais. Donc en haut à gauche, c'est ce qu'on appelle des ions piégés. On voit l'image au microscope là où on a les petits ions qui apparaissent. Donc le truc qui apparaît en rouge, en gros, c'est des plaques métalliques qui créent des champs électrostatiques opposés. Et donc le truc, bah, il flotte au milieu, il n'a pas le choix. Vous mettez ça à moins de 70 degrés pour pas que ça bouge trop. Parce qu'un ion, ça tend à se balader. Hein. Bon. Et puis vous dites, bah, c'est pas grave, le premier c'est le bit 1, le deuxième c'est le bit 2, et ça va très bien se passer. Ça c'est stable à peu près 200 millisecondes. Faut pas traîner trop, quoi. Ce qui est le gros à droite, c'est une jonction Josephson. On ne va pas s'insister là-dessus, mais c'est ce qui est beaucoup utilisé parce que l'avantage, c'est que ça se fait par gravure, comme le monde des processeurs et l'électronique. Donc c'est un truc qu'on sait bien faire. Du coup, la façon dont on va connecter ça à d'autres systèmes électroniques se fait bien. Et le troisième, en fait, c'est du diamant. Donc les chercheurs, ils font des notes de frais pour acheter des diamants. Dans lequel il y a des impuretés. Donc vous avez un cristal qui est particulièrement symétrique dans tous les sens, et au milieu, il y a un truc un peu différent. Donc là, c'est là typiquement qu'on va avoir des effets quantiques, et on va pouvoir utiliser ça. Donc là, c'est vraiment des photos de laboratoire. Et puis, il y a des choses qui sont moins de laboratoire. C'est effectivement qu'on voit ça, je dis là, ça commence à montrer des dimensions un peu plus industrielles. Alors, il n'y en a pas 50 des qubits, là, mais on n'est plus dans le premier slide que je vous ai montré, où on avait les mecs dans leur labo avec des lumières vert, bleu et rouge. Et puis, par exemple, on a des gens comme D-Wave qui ont annoncé « Nous, on a le premier ordinateur quantique ». Alors, on a des belles photos où on voit des trucs là, waouh, ça a l'air vachement compliqué. Ils ont forcément le premier ordinateur quantique, quoi. C'est avec un truc comme ça. Donc voilà, je pense que le problème est résolu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que D-Wave ne communique évidemment pas trop sur ce qu'ils ont fait, parce que vous doutez bien que d'un point de vue business, il y a un marché qui est juste hallucinant.
Donc ils en parlent à Google, ils n'en parlent bien sûr pas à la NSA qui n'a aucune implication dans ce genre de choses. Et en fait, d'après les informations qu'on peut obtenir d'eux, le peu d'informations, en fait, c'est ce qu'on va appeler un calculateur adiabatique. Alors, bref, hein. La notion d'adiabatique, c'est plus une notion de thermodynamique. Hein. C'est en gros, vous prenez un système, il refroidit un peu, il évolue, il refroidit un peu, il évolue, mais il n'y a pas de rupture violente. C'est un truc qui va se stabiliser en permanence. Là, l'idée est un peu la même. L'exemple type, c'est le fameux problème du voyageur de commerce. Bon, je ne vais pas l'expliquer, tout le monde est OK. Léna, ce voyageur de commerce, c'est un gars qui se promène partout. Elle a 9 ans, alors forcément, elle a bien compté les chats. Et donc le voyageur de commerce, bon ben voilà, on sait que c'est un problème en haut de n au carré de trucs de log de n, que c'est impossible. Et puis on se dit, en fait, on va traduire ça en un système physique qu'on va foutre dans le calculateur quantique. Et alors lui, justement, il va se mettre à faire passer ses électrons dans toutes les fentes. On le laisse un petit peu se tasser, puis on mesure. On ne mesure pas qu'une fois, on mesure 1000 fois, parce que je vous rappelle, c'est probabiliste. Mais en se démerdant bien, effectivement, on a quand même le résultat qu'on ne savait pas calculer autrement. Bon, ça, c'est pas super pratique à utiliser, il faut être honnête. Hein. Bon, sauf si on est voyageur de commerce. Mais, donc évidemment, il y a des gens qui travaillent sur des choses un peu plus dites universelles, c'est-à-dire un calculateur au sens où nous on l'entend, un truc qui est programmable. Alors, justement, IBM, j'ai vu ça, si j'arrive à voir mon navigateur quelque part, il est ni là ni là, il est nulle part en fait là. Alors, est-ce que je le retrouve? Hop, c'est vous qui l'avez, c'est vous qui l'avez. Je suis où? Je suis là. Le voilà. Ah, où es-tu? Voilà. Donc ça, c'est le. Donc IBM a son calculateur quantique et vous propose de faire jouer avec. Alors vous avez un simulateur, et puis si vous êtes suffisamment joueur, vous pouvez essayer de le faire vraiment tourner. Donc vous avez 5 qubits, et on va faire des opérations. Alors là, il y en a qui vont me demander de faire des for i égale 1 tout truc. Enfin, pas exactement en fait. Les opérations, alors vous voyez pas parce que c'est vachement petit. Je ne sais pas si on arrive à zoomer. Voilà. En fait, l'opération qu'on va faire, c'est une opération de poly sur la x. Rappelez-vous, on est dans une sphère où il y a un machin qui est quelque part. Non, en fait, il n'est même pas quelque part dedans. C'est emmerdant en fait, la mécanique quantique. On n'a pas de mots. Des fois, on vous dit il est partout à la fois. Non plus en fait. Et il est quelque part, bah non. Il n'est pas non plus en train de se promener très vite. C'est juste qu'on ne sait pas le décrire. C'est que le seul moyen de savoir où il est, c'est de le mesurer, et en mesurant, on détruit sa position. Donc là, en fait, on a des opérations qui font qu'en gros, notre sphère, on va la tourner d'un quart de tour. Puis comme ça. Puis enfin, faire ce genre de choses, ou la projeter sur une autre sphère, la combiner avec une autre sphère, sans casser en fait cette dynamique que le truc il est partout à la fois, sans être partout à la fois. Donc ici, effectivement, on a deux transformations d'axes, on a une combinaison des deux axes entre eux qui s'appelle un NOT. Alors là, tout d'un coup, on a un vrai mot comme on les connaît, pour ceux qui ont déjà essayé de fabriquer leurs processeurs eux-mêmes avec des transistors, ce qui prend beaucoup de temps. Mais vous voyez l'idée en fait de la porte NOT en logique. Là, c'est le seul truc où tout d'un coup on se dit ouais, ça je connais. Bon. Et à la fin, on va faire une mesure. Et là, tout d'un coup, boum, on balance ça sur l'axe Z, et peut-être que ça va vouloir avoir une valeur donnée. Donc, vous doutez bien qu'effectivement, l'API javax.quantum, elle n'est pas tout à fait prête. Hein, ça va mettre un petit peu de temps. C'est pas tout à fait... non seulement techniquement, l'ordinateur matériel, il n'est pas tout à fait là, mais la façon dont on va l'utiliser... Il va falloir un petit temps d'adaptation. Et du coup, c'est super intéressant, effectivement, qu'ils ouvrent ça au public. Bon, je me doute que c'est plutôt des chercheurs qui jouent avec ce truc-là. Mais se dire que les chercheurs qui sont dans ce domaine-là ont un vrai jouet sur lequel ils vont pouvoir expérimenter leurs algorithmes, ça va permettre d'avoir à la fois la partie matérielle, entre guillemets, qui progresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les premiers ordinateurs quantiques, ils ont des dizaines de qubits qu'on va arriver à manipuler. On est loin des téraoctets de mémoire. Hein. Et à côté de ça, les algorithmes qui vont être capables de combiner ces trucs-là, il faut les écrire et les valider. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui font des recherches sur ce genre de choses? Est-ce que vous connaissez Alice et Bob? Alors Alice et Bob, c'est toujours nos amis qui veulent discuter, puis ils ont
ils ont quelqu'un qui a tendance à les interrompre dans leur conversation en écoutant ce qui se passe. Alors, la cryptographie en général, celle qu'on utilise aujourd'hui, c'est une cryptographie donc à clé publique. Tant qu'on est à clé privée, hein, on met une grosse clé bien verrouillée, machin, on se dit de toute façon elle est valable qu'une semaine. Ça, tout le monde est d'accord pour dire si on arrive à faire ça, on sait faire ce qu'on veut. C'est pas un problème. On met un temps de vie à la clé privée dans le doute, et puis pendant ce temps, on est tranquille. Le problème, c'est cette notion de cryptographie à clé publique. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir communiquer avec quelqu'un qu'on n'a pas forcément rencontré avant, physiquement, pour lui donner un truc en secret, en étant sûr que personne ne l'a piqué. Et ça, mathématiquement, ça s'appelle une fonction à sens unique, je vais y arriver, une fonction à sens unique et à brèche secrète. Ce qui est une façon assez bizarroïde de formuler le fait qu'on a une fonction à sens unique, c'est-à-dire que faire l'opération opposée pour retrouver l'information de départ a une complexité juste hallucinante. En termes mathématiques, la notion de hallucinant est vachement dure à formuler. Parce que mathématiquement, en général, ça peut être réversible. Il y en a certaines qui ne le sont pas, mais ça peut être réversible. Par exemple, si vous calculez un SHA-1, vous savez que vous perdez de l'information. Mais là, le but n'est pas de la perdre, il faut que l'autre en face il puisse lire le message. Mais il faut juste que ça soit tellement compliqué que quelqu'un qui se met au milieu n'a pas matériellement les possibilités de le faire. Par contre, celui qui doit recevoir le message, lui, il faut qu'il ait matériellement la possibilité de le faire. Et puis, si possible, dans un browser, il ne faut pas non plus que ça soit... Et donc, du coup, il faut trouver que cette fonction mathématique qui est impossible matériellement à inverser, si on a tout d'un coup une info en plus, ça devient presque facile de l'inverser. Je vous donne une idée un petit peu du domaine de recherche que ça représente. Donc, si on se place il y a quelques années, en fait, en 1977, où on a les gens qui s'appellent Ron Rivest, Adi Shamir et Len Adelman. Vous connaissez ces gens-là? C'est le RSA, oui, voilà. Alors, le principe du RSA, donc moi j'ai été prendre le truc sur Wikipédia parce que j'avais aucune idée de comment ça marchait. Finalement, c'est pas très compliqué. On prend deux nombres premiers, ou grands. Si on prend des petits, c'est trop facile. Alors, il s'avère qu'on sait trouver des nombres premiers grands, on va en reparler après. On les multiplie l'un par deux, l'autre, ça en général on y arrive. On calcule l'indicateur de l'air. On rentre dans le domaine un peu mathématique, ça c'est facile, on fait le premier moins 1 fois le deuxième moins 1. Jusque-là, ça va, ça s'appelle un indicateur de l'air. Bon, après, on choisit un exposant qui doit être premier avec cet indicateur de l'air. Bon, là, il faut un petit peu réfléchir, mais ça se fait encore. Donc, en gros, voilà, on a les algorithmes pour faire ces opérations qui sont bien décrits. Donc là, effectivement, on a juste combiné deux nombres premiers, puis on calcule des éléments intermédiaires. Et puis, il y a également un exposant de déchiffrement. Donc, en gros, on prend deux nombres premiers et on s'en sert pour les combiner pour obtenir des caractéristiques mathématiques. Et en fait, quand on réunit l'une de ces caractéristiques mathématiques, on obtient la fameuse clé publique, qui en gros décrit nos deux nombres premiers. Et quand on prend l'autre élément mathématique, la petite faille, eh ben c'est ce qu'on appelle donc cette fameuse clé privée. Là où c'est intéressant, en fait, c'est que vous voyez, mis à part le côté matheux des choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est qu'on n'a pas un truc qui est d'une complexité algorithmique démesurée. On multiplie les nombres premiers. Le fait est que la propriété mathématique qu'on appelle l'indicateur de l'air, si on sait que ce sont des nombres premiers, elle est très simple à obtenir. On a choisi en fait cette contrainte de départ d'avoir des nombres premiers parce que ça permet d'avoir ces indicateurs. Donc typiquement, si vous avez une clé RSA, vous pouvez tout simplement regarder, vous allez voir qu'effectivement, vous avez deux nombres premiers, un exposant, un coefficient, un module, des choses comme ça, c'est exactement ce qu'il y a là. Là où ça devient un peu foufou, en fait, c'est quand on se rend compte que tout ce truc-là, la fiabilité de ce truc-là, c'est que vous l'avez vu, en fait, au départ, on part de deux nombres premiers qu'on va prendre grands pour que ça soit dur et on va les multiplier entre eux. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a le résultat, on n'a plus les deux nombres de départ. C'est pour ça qu'en fait, tout le système se base sur le fait qu'on ne sait pas prendre un très grand nombre et le factoriser en nombre premier. Et en fait, on ne sait pas définir le niveau de difficulté de ce truc-là. On n'est pas à l'abri que tout d'un coup, quelqu'un découvre un truc sur les nombres premiers qui fasse que tout d'un coup on se dit mais oui, en fait, en utilisant cette caractéristique, on est capable, peut-être pas 100% des cas, mais on est capable tout d'un coup de trouver une accélération des mécanismes de factorisation des nombres premiers qui nous permettrait d'exploser les clés RSA à la volée.
Il y a aussi le fait qu'on ait des ordinateurs de plus en plus puissants. La crypto, hein, vous avez vu la taille des clés, hein, au fur et à mesure, on est passé 256, 512, 1024, 2048, bah, c'est parce que les bécanes elles moulinent derrière. Hein. Nous, c'est sûr qu'à la main, quand on était en classe prépa, qu'on devait faire une factorisation de nombres premiers, bon, c'était chiant. Mais les machines, elles peuvent tourner. Et alors, le monde des nombres premiers, c'est un truc bizarre. Très, très, très clairement bizarre. Alors, pour vous l'illustrer, je suis tombé sur un papier. Je vais vous éviter de lire le texte en détail parce qu'il fait mal à la tête. En gros, c'est des chercheurs qui se sont rendus compte qu'il y a plus de nombres premiers, significativement plus de nombres premiers, qui terminent par 7 et 9 que par 3. Ils l'ont démontré. Bon, ils l'ont démontré en base 3, mais quand même. Ils l'ont démontré. Alors moi, quand je n'ai pas lu l'article, hein, très honnêtement, j'ai lu le résumé, l'intro, parce qu'après ça... Et ça me fait un peu cet effet-là. Dans cette première conclusion, je me dis, il y a quand même des mecs, c'est leur sujet de thèse. Des mecs ou des filles, je ne sais même pas. Alors bon, c'est vrai qu'on a vu le sujet de la thèse de CRS en keynote jeudi, on se rend compte que des fois c'est bien allumé. Mais bon, ok, les mecs qui cherchent là-dessus. Ensuite, ils arrivent à le démontrer. Je ne sais pas si vous imaginez la gueule d'une démonstration comme ça, quoi. Et ensuite, on se dit, bon, ok, donc le résultat, ouais, il y a plus de nombres premiers qui finissent par 7 et 9. C'est-à-dire qu'il y a une structure. Il y a une structure dans la liste des nombres premiers. Bah, typiquement, il y a des nombres premiers qui arrivent par paire. En gros, vous avez P-1 et P+1, ils sont premiers tous les deux. Ceux-là, ils sont vachement pratiques. Hein. Quand on cherche deux grands nombres premiers, rappelez-vous, on en trouve un à l'autre. Ça fait que ça économise du boulot. Il s'avère que c'est déjà réussir à trouver des grands nombres premiers, c'est pas forcément si simple. En fait, il y en a quand même beaucoup. On en trouve, c'est pas si dur que ça d'en trouver. Et on sait surtout comment en trouver un. Une fois qu'on en a chopé un qui avait l'air premier, et puis on se rend compte qu'il ne l'est pas, en fait, on sait comment aller chercher à côté un qui va, lui, avoir plus de chances d'être premier. En fait, c'est quand vous générez votre clé RSA, c'est ce qui se passe. Si on prend un grand nombre au hasard, on a des tests de primarité qui sont parfois même purement statistiques. On commence à faire des divisions, machin, et ce n'est pas forcément un résultat absolu. Et puis on va se rendre compte, il n'est pas premier, mais du coup on va prendre celui-là, on va lui rajouter le racine carrée de son 12e de son coefficient de machin, enfin ce genre de choses, et on trouve un autre nombre qui lui a beaucoup plus de chances d'être premier. Et, parce que ça fait longtemps, je pense qu'on l'a tous fait cet exercice-là, on crée un grand tableau en mémoire, et puis on retire tous les multiples de 2, puis on retire tous les multiples de 3, puis on retire tous les multiples, et à chaque fois, ouais, j'ai calculé tous les nombres premiers. Bon, bah ça se cale pas bien. Donc du coup, voilà, ceux qui vont bosser en fait sur ces sujets-là, ils sont sur un domaine mathématique qui est sur lequel en fait on ne comprend pas ce qu'on fait. La structure des nombres premiers, on a découvert plein de caractéristiques. On a découvert comment ils sont liés les uns aux autres de manière un peu ensembliste, probabiliste. On sait qu'il y en a régulièrement qui ont ce pattern-là. Mais de là à dire mais pourquoi il y a ce pattern-là, mais on n'en sait rien. Et c'est quand même là-dessus qu'on a basé toute la sécurité du web. Youhou. Bon. Alors, du coup, pourquoi est-ce que l'informatique quantique pourrait anéantir le web? Ça, c'est un titre bien, c'est 01net, un titre bien, c'est ce qu'on appelle du putaclic dans le... Voilà, vous lisez ça, vous dites, mon Dieu, au secours. Alors après, vous en voyez qui sont plus rassurants. Non, vous inquiétez pas, la NSA ne s'intéresse pas du tout à ce sujet. Non, bien sûr que non. Alors, pourquoi la mécanique quantique? Parce que, je vous l'expliquais, on va tout d'un coup, au lieu d'avoir des 0 et des 1, on va avoir ce qu'on va appeler, on va continuer à appeler une sphère qui fait graviter une information qui est quelque part entre 0 et 1 et qu'on va pouvoir combiner, faire des opérations dessus. Et en fait, entre 0 et 1, il y a quand même toute la surface de la sphère de valeurs possibles. Donc là, il ne s'agit pas juste d'aller 10 fois plus vite, il s'agit d'aller sphère fois plus vite. Et sphère fois plus vite, ça va vachement vite. Alors, il y a quelques algorithmes quantiques qui sont connus. En fait, il y en a deux. Parce que, bon, vous l'avez vu, ce n'est pas un truc auquel on est habitué, de s'amuser à faire tourner des sphères et à les combiner entre elles. Et en fait, il y en a un qui s'appelle l'algorithme de Shor, qui a le bon goût d'être un algorithme pour factoriser le nombre premier. Quelle coïncidence! Alors, sachant que ça, ce sont les choses qui sont les données publiées. Il faut savoir qu'il y a quand même
une entreprise aux États-Unis qui s'appelle l'ANSA qui emploie énormément de chercheurs en mathématiques. Voilà. En fait, l'idée, alors je vais évidemment pas vous décrire l'algorithme de Shor parce que j'ai rien pigé. L'idée, en fait, c'est qu'on va essayer de ramener ce problème de mathématiques pures à un problème de recherche de période. Et en fait, une fois qu'on a un truc où on est en train de calculer, d'estimer quelque chose qui doit être périodique, pour ceux qui ont fait un peu de traitement du signal ou voire de sonorisation, vous avez vu ces jolis diagrammes de bande dans votre égaliseur graphique, et ben en fait, on va faire une transformée de Fourier. C'est-à-dire qu'en gros, on va chercher à identifier la fréquence avec un truc qui est fait pour ça. Et évidemment, la transformée de Fourier, elle a un équivalent dans le monde quantique qui s'appelle, de manière très originale, la transformation de Fourier quantique. Alors, la transformation de Fourier quantique, ça consiste effectivement à être capable de prendre notre chat de Schrödinger et à le transformer pour être capable de détecter, tiens, celui-là, il a 12 Hz. Donc la réponse, c'est 12. Non, ça doit être 42 normalement. Donc l'idée, donc, du coup, ça va être de se retrouver avec des chats partout. Cette transformation de Fourier, en fait, qui est un phénomène assez classique en fait, en traitement du signal, elle se transcrit très très bien dans le monde quantique. C'est assez étonnant. Parce que justement, en fait, on a cette capacité de combiner un élément avec lui-même. Ce qui en soi est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'effectivement, on est capable d'amplifier la fréquence. On prend une fréquence, on la combine avec lui-même, la fréquence, ça fait 2 fois f. Vous faites ça 3-4 fois, vous êtes à 8 fois f. Vous répétez l'opération quelques centaines de fois, un petit calcul probabiliste, boum, vous avez le résultat. C'est quand même une façon de raisonner qui n'est pas courante. Alors du coup, on se dit, la vache, là, ils vont quand même nous exploser tout le RSA, c'est quand même un petit peu embêtant en termes de sécu, quoi, hein. Alors qu'on commence encore, on a quand même encore un paquet de sites web qui sont HTTP, pas S. Le jour où ils vont migrer, ce sera trop tard. Alors si vous lisez le blog Google, on vous dit, vous inquiétez pas, on est en train de travailler sur des algorithmes post-quantum cryptographie. C'est-à-dire qu'on prend là encore des férus de mathématiques, on les lance sur le sujet, de non seulement trouver une fameuse fonction asymétrique à clé cachée, à brèche secrète, pardon, j'y arrivais. Mais celle-là, il faut prouver que la complexité elle est intrinsèque, que c'est pas là, que les effets quantiques ne permettraient pas de l'accélérer. Et donc il y a une conférence qui s'appelle, donc là c'est l'annonce de Google qui dit ouais, on l'a mis en mode expérimental dans la dernière version de Chrome, et de temps en temps vous avez une requête qui l'utilise. Parce que c'est quand même le meilleur moyen de voir à l'échelle ce qui se passe, hein, de dire on va avoir quelques millions d'utilisateurs qui vont tourner avec. Alors on se dit bon, c'est bon, on attend 6 mois, ça va être réglé. Alors ces algorithmes, elles viennent de gens qui participent à la PQ Crypto, Post-Quantum Crypto. Comme vous pouvez voir par rapport à la taille de la salle, c'est un petit monde quand même, hein. C'est les gens qui sont capables de discuter de ces sujets-là, il n'y en a pas forcément énormément. Et en fait, rappelez-vous que l'algorithme RSA, il date de 77. C'est-à-dire que le temps qu'on confirme mathématiquement la validité du truc, qu'on ait des implémentations qui tiennent la route, qu'on fixe toutes les brèches dans OpenSSL, bon, ça fait pas en 5 minutes. Donc même si effectivement ils arrivent à trouver un truc mathématiquement qui a l'air de faire le boulot, il va y avoir quand même pas mal de monde pour vérifier leurs travaux, parce que ils sont comme tout le monde, ça leur arrive de se gourer, hein. Puis il faut voir le niveau aussi des recherches qui sont associées. Donc c'est pas sûr qu'ils arrivent les premiers en fait. Peut-être que la NSA va pouvoir écouter tout ce qu'on dit avant qu'eux nous trouvent une parade, sachant qu'il y en a peut-être à peu près autant qui bossent dans les bureaux de la NSA à faire l'opération inverse, quoi. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour nos copains Alice et Bob ? Si on veut les faire discuter entre eux, donc effectivement, en gros, il va falloir trouver une autre astuce. En gros, rappelez-vous quand même qu'on a trouvé un truc qui est magique, quoi. C'est la mécanique quantique, tous ces trucs-là dont on sait à peine décrire ce qui se passe. Et pourtant, il y a des phénomènes qui en sortent, qui nous donnent des possibilités extrêmes une fois qu'on a compris comment manipuler ces possibilités. C'est juste que c'est tellement en dehors de notre réalité quotidienne qu'on a un petit peu du mal. Et donc, évidemment, il y a des gens qui ont cherché là-dessus. Il y a des gens qui cherchent sur beaucoup, beaucoup de sujets bizarres. Et donc, il y a un algorithme qui s'appelle l'algorithme BB84, qui va utiliser la phase
d'un photon. Alors rappelez-vous, un photon, une onde électromagnétique, c'est plus simple à expliquer comme ça, en gros elle a une direction. Elle est comme ça, ou alors elle est comme ça, ou elle est comme ça. Ce qu'on appelle sa phase. Alors le principe, je vais vous expliquer de manière un peu plus concrète. Donc on a Alice qui veut envoyer un message avec un message, hein, donc 0, 0, 1, 1, 0, blabla. Donc elle va choisir un photon, donc orienté de manière verticale ou horizontale ou à 45 degrés, pour exprimer, pour créer une clé, en fait, partager une clé avec son correspondant. Donc elle prend des bits random, puis elle associe les photons qui vont avec. Jusque-là, rien de fantastique, hein, il suffit d'avoir une fibre optique. Puis sauf que là où il y a un petit moment rigolo, c'est qu'au milieu, on va mettre un filtre. Le même que les filtres des lunettes, là c'est l'image que j'avais juste avant. Il y en a parmi vous qui ont des jolies lunettes comme ça Non, c'est pas celui-là. Qui ont des jolies lunettes comme ça où vous voyez bien la route, mais où le soleil est vachement bien masqué parce que la lumière du soleil est polarisée quand on se réfléchit sur une flaque d'eau. Voilà, c'est exactement le même phénomène. Donc en fait, on va le faire passer par un filtre qui va laisser passer la lumière que dans un mode. Par contre, si la lumière elle est comme ça, elle passe pas. Ce qui va être intéressant, c'est quand la lumière elle est comme ça. Parce que là, c'est un photon qu'on envoie. Ce n'est pas une lampe torche. Hein. Donc il y en a un. Donc il passe un peu. Il a une probabilité de passer. Voilà. Tant qu'on ne l'a pas trop perturbé. Parce qu'une fois qu'on commence à le perturber, il a été mesuré, et là on sait s'il est passé ou pas. Mais tant qu'on le laisse, qu'on sait qu'il est parti quelque part et que personne ne l'a regardé, il est peut-être un peu passé. Et alors, si on se limite à ça, bon, regarde, c'est facile. Mais ce qu'il y a, c'est que notre filtre, on va le faire bouger en mode random. Des fois, il est en mode 1, puis des fois, il est en mode 2. Alors, la notion de générateur aléatoire, c'est un problème en soi, en sécurité. Il s'avère qu'on peut faire aussi de la génération aléatoire de manière quantique. Ce que je l'ai dit, hein, des fois, il passe, des fois, il passe pas, et on ne peut absolument pas savoir. Ben, imaginez que vous utilisez ça, en fait, pour alimenter un générateur aléatoire, c'est la notion d'entropie. C'est totalement imprédictible pour une fois. Donc, il y a déjà des boîtes qui proposent des cartes électroniques de génération aléatoire basées sur des phénomènes quantiques. Donc du coup, voilà, on a envoyé un photon, on l'a fait passer dans un filtre, et puis il est peut-être un peu de l'autre côté. Puis on a notre copain Bob, de l'autre côté, il fait la même chose, il a un filtre, il le fait tourner au pif, et donc il a un peut-être photon qui va peut-être passer dans son filtre, et il mesure ce qui se passe. Donc il reçoit des 0 et des 1 qui représentent peut-être une information ou pas, parce que si ça se peut, il n'y avait pas de photon qui est arrivé, et donc il a eu 0, mais voilà, on ne sait pas beaucoup plus. Alors quand on a le même mode des deux côtés, hein, j'ai mis mon filtre comme ça chez Alice, j'ai mis mon filtre comme ça chez Bob. Le photon il est passé à travers, on a pu mesurer une information utile. D'accord ? Maintenant, si Bob il a mis son filtre comme ça, mon photon il est passé une première fois, sauf que là il ne passera pas. Donc Bob, il n'a pas d'information utile. Donc en gros, on a une chance sur 2 d'avoir une information utile. Et là où c'est intéressant, c'est que d'un point de vue quantique, on n'a aucun moyen de savoir. Je rappelle les deux trucs qui sont aléatoires, là, les filtres de chaque côté. On n'a aucun moyen de savoir si l'information qu'on a obtenue, est-ce qu'elle est pertinente ou non. Donc tout d'un coup, Alice va se dire, va aller balancer ça sur Twitter. Moi, j'ai utilisé les modes 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Donc information, mais complètement libre, allez-y, piratez-moi, même pas peur, tout ça. Et parce que, en fait, ce que va faire Bob en face, c'est qu'il va comparer à ce que lui a utilisé au niveau de son filtre. Il va se rendre compte que, en moyenne, une fois sur 2, il avait la même disposition. Donc il sait que, pour les lignes en bleu, l'information qu'il a reçue est pertinente. Maintenant, si on a un méchant espion qui s'est mis au milieu, et qui de temps en temps, lui aussi, a le bol d'avoir trouvé le bon filtre. Un photon, ça ne se copie pas. Enfin, une information quantique, fondamentalement, c'est une propriété de la mécanique quantique, c'est un des éléments fondateurs, une information quantique ne peut pas se copier. J'ai un état quantique d'un photon, si je mesure le photon, j'ai projeté ma sphère sur un axe, donc c'est plus une sphère, c'est une valeur, et donc il n'y a plus de bouillonnement sur ma sphère. Donc si je veux faire croire à Bob qu'il y a toujours un photon quantique, je suis obligé d'en créer un nouveau. Et en fait, du coup, ça se détecte. Et ça se détecte de manière très simple, c'est que sur l'ensemble des bits dont on sait que Alice et Bob ont utilisé la même orientation,
On va en sacrifier quelques-uns. À dire, moi, en fait, là, je t'avais envoyé 1. Ouais, c'est bon, j'ai reçu 1. Puis là, je t'avais envoyé 0. Ah moi, j'ai reçu 1. Bon, alors des fois, c'est des problèmes de matériel, parce que, évidemment, vous doutez bien que des fois... Puis au bout d'un moment, en fait, on sait, en sacrifiant un certain nombre de bits, en gros, on est capable de qualifier la qualité du signal. Soit parce que le système est imparfait, soit parce qu'il y a un con qui est en train d'écouter. Et donc, on recommence. C'est quand même tordu, hein, comme système. Mais il y a bien pire. Ça, à la rigueur, c'est facile. En fait, ça marche déjà. Il y a déjà des banques américaines qui utilisent ça pour faire de la transmission de transactions financières sur quelques dizaines de kilomètres par fibre optique avec un système quantique de manière à ce que le truc soit blindé, ceinture bretelle et parapluie. Là où ça va être un peu plus intéressant, c'est qu'on va utiliser un mécanisme qu'on appelle l'intrication. C'est un joli mot. Hein. L'intrication, c'est... on prend deux particules, on les laisse se causer un petit peu, et tout d'un coup, elles sont amies pour la vie. C'est beau. C'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue de la représentation mathématique en physique quantique, c'est que si on les a fait se causer, qu'on les sépare, eh ben, la façon dont on va les décrire, ce n'est plus la somme de leurs deux fonctions, c'est une fonction des deux. Là, ça devient vachement plus drôle. C'est que quand on les sépare loin, alors ça a été fait sur plusieurs kilomètres quand même, hein, lorsqu'on les sépare loin, c'est toujours une seule fonction qui les décrit toutes les deux. Et donc si tout d'un coup on en mesure une, on est capable de dire l'autre elle est comme ça. Elle est à 10 km, mais je sais qu'elle est comme ça. Donc effectivement, il y a des expériences qui ont été montrées, qui ont prouvé que normalement il faudrait un certain délai pour que quelque chose puisse dire à l'autre « Ah ouais, attends, on est en train de me mesurer, vite, vite, mets-toi à gauche. Ouais, ok, pas de problème. » Et ça, c'est justement une chose c'est un paradoxe qu'Einstein n'avait pas trop apprécié, lui, parce que ça lui posait un petit peu problème qu'on puisse transférer de l'information plus vite que la lumière. Mais il s'avère que, oui, en fait, ça marche. Le changement d'état, une fois qu'on fait une mesure, il est instantané, ce qui est perturbant, ou alors c'est que la notion de distance n'existe pas réellement, ce qui est une autre explication sur laquelle les gens travaillent vraiment. Hein, en fait, on ne sait absolument pas l'expliquer, ce truc-là. Mais par contre, on sait l'exploiter, en vrai. C'est-à-dire que on va prendre deux photons donc intriqués. Donc pour ça, on utilise en fait des cristaux on lui balance, on l'excite un peu, il envoie deux photons qui ont été générés en même temps, donc ils sont liés l'un à l'autre. Donc Alice, elle en garde un sous le coude, elle envoie l'autre à Bob, et on va téléporter un bit quantique. Attention, Monsieur Spock, es-tu là? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un photon qui porte notre information. Et on va l'associer à notre premier objet intriqué, et on va faire une mesure dessus. Et donc tout à coup, de l'autre côté, quelle que soit la distance, l'autre objet s'est transformé dans notre objet de départ. Allô l'Enterprise, ramenez-moi la passerelle. C'est exactement ça, mais à l'échelle d'un photon, parce que pour l'instant, on ne sait pas faire beaucoup plus gros. Et ce truc-là, quand même, bon là, je fais Enterprise pour la blague, mais il y a quelques années, c'était du domaine de recherche. Aujourd'hui, c'est des entreprises qui le proposent. Vous savez, dans notre monde, à quelle vitesse les choses peuvent évoluer. Alors évidemment, là, on parle de ça pour des transactions financières, parce que c'est un monde où les mecs sont un peu parano, et où ils ont plein de thunes, puisque c'est les nôtres. Mais vous vous doutez bien que dans le domaine militaire, on va avoir aussi pas mal de gens qui travaillent là-dessus sans le dire. Et peut-être un jour, effectivement, on va commencer à relier les universités par ce genre de canaux. Et alors, le plus gros avantage de ça, c'est que quand on en sera arrivé là, on pourra dire fuck la NSA. Ça, quand même, c'est cool. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Et si vous avez des questions, il est peu probable que j'ai les réponses. On peut tenter quand même. Est-ce qu'il y en a qui ont compté les chats? Oh, ils ne sont pas joueurs. Des questions? Oui. Pardon, c'est moi?
Oui. Oui, alors quand je parle, les expériences qui sont faites sont très souvent faites sur des photons parce que c'est vachement pratique les photons. Ça coûte pas cher. Et non, mais ça passe dans des fibres optiques et puis en fait, on arrive à les isoler assez bien parce que ça interagit pas trop. Les électrons, ça a un gros défaut, c'est que c'est un peu chargé électriquement en fait, et donc ça a vite fait de se rapprocher des parois. Mais typiquement, l'expérience des fentes Young, tant qu'on la faisait avec des photons, comme on était incapable de dire, on a mis un moment à se poser la question, est-ce que c'est une particule, est-ce que c'est une onde? Bon, après on a dit, on fait ça avec des électrons. Et ça marche aussi. C'est embêtant. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on peut le faire avec des ions aussi. Un ion, ça commence à être vachement gros. C'est pas macroscopique. Mais c'est plus une particule subatomique. C'est déjà un truc structuré où il y a plein de choses qui interagissent entre elles. Ça marche aussi avec ça. Avec un noyau atomique qui en soi déjà est déjà... Et ce qui fait qu'en fait, quand on balance un chat à travers 2 fenêtres, c'est possible qu'il interagisse un peu avec lui-même tant qu'on n'a pas été regardé. Bon, d'après le cri qu'il fait. Bon, mais effectivement, c'est ce qu'on appelle en fait la décohérence. Hein. C'est qu'arrivé à une certaine échelle, le truc il interagit forcément avec son environnement et on commence à comprendre un peu ce qui se passe et pourquoi ce côté probabiliste disparaît. Quand je dis on commence à comprendre, parce que ça reste un sujet un peu tendu. Mais effectivement, ouais, énormément d'expériences se font sur les photons, parce qu'on a des lasers qui permettent d'avoir un faisceau parfaitement dirigé, parfaitement homogène, qui n'est pas sensible à la température, qui n'est pas sensible au champ électrique. C'est beaucoup plus confortable. Donc pour ça que la recherche se fait beaucoup. C'est pour ça qu'on a des belles photos comme celle que je vous ai montrée au début de présentation, où on voit des... Oups, si je la retrouve, si j'arrive à retourner au début. On voit des gens comme ça avec des jolis masques de couleurs et ils sont dans des labos qui sont éclairés en vert et rouge et tout ça. Je ne sais pas si vous, quand vous faites une photo dans votre open space, vous avez des éclairages vert et rouge et bleu derrière. Ou elle a un gros néon moche. Voilà, faites de la recherche en physique fondamentale, c'est vachement plus cool. Oui. Oui. Oui, alors la question, c'est de décrire plus précisément l'intrication. Donc effectivement, d'un point de vue de la fonction d'onde décrit les 2 photons ensemble qui ont interagi et qui du coup ont des comportements communs. C'est ce principe de téléportation. Si on cherche un comportement sur l'autre, on sait que l'autre est dans l'autre, alors que si on l'avait mesuré individuellement, il restait un objet quantique. Ils ne se sont pas mis d'accord au début en disant il n'y a pas ce qu'on appelle d'information cachée. Ils sont effectivement chacun sur leur sphère. Donc on a une probabilité de trouver une valeur chez l'un. Par contre, si on a trouvé cette probabilité, on sait qu'on a la probabilité complémentaire de l'autre côté. Mais ce n'est pas pour ça qu'on sait qu'on aura une probabilité de 1. Et donc là, effectivement, c'est un ensemble de 2 photons qui est décrit. Alors là où ça peut être assez perturbant, c'est qu'on se dit que tous les photons dans l'univers ont probablement à un moment ou un autre interagi ensemble. Donc le concept même de système isolé en mécanique quantique est déjà un peu bizarre, mais c'est vrai qu'on sait préparer des systèmes où on a ce genre de comportement. Mais oui, ça fait des nœuds au cerveau assez rapidement quand même. Hein. Surtout qu'après, effectivement, quand l'algorithme de Shor, j'avais essayé de commencer à lire la description, j'ai vraiment laissé tomber. Quand il commence à expliquer comment il va faire sa transformée de Fourier quantique, allez regarder, c'est sur Wikipédia. Hein. Si vous pigez, je veux bien avoir des explications. Oui. Par rapport à l'implication, est-ce qu'on ne peut pas imaginer justement en NSA qu'il y a un troisième photon intuitif qui soit capté, qui soit récupéré par la Alors, si... en fait, ce qui se passe, c'est que si donc la question, si on a nos 2 photons, je vais reprendre le slide, hop. Nos 2 photons imbriqués, et on a un NSA qui s'est mis sur la fibre optique. C'est quelque chose qu'ils ne font jamais. On est bien d'accord. Alors, hop, pouf. C'est-à-dire qu'effectivement, le photon rouge et blanc, là, entre-temps, il est passé chez la NSA qui l'a transformé en photon rouge et blanc et violet. En faisant ça, comme mes photons sont intriqués, mon photon rouge à moi, il est devenu violet clair. Alors, est-ce que la création de mes photons intriqués, alors c'est une très bonne question, je n'ai pas pris le temps de le décrire, c'est qu'en fait tout ça, tu te doutes bien que ça se base sur du matériel un petit peu compliqué. Et donc la question c'est, est-ce qu'il n'y a pas une backdoor ?
Ce qui est une question d'ailleurs qu'on peut se poser aujourd'hui, qu'on devrait se poser aujourd'hui. Parce que ma boîte a généré des photos intriquées que j'ai achetées chez Cisco, ben, elle a fait fabriquer aux États-Unis, et donc il y a avec des composants chinois, donc il y a déjà au moins 2 backdoors dedans. Et en fait, il s'avère que, c'est ce que j'expliquais à l'instant, quand tu as une intrication, les 2 photons continuent à avoir un comportement probabiliste, mais les probabilités sont liées. C'est-à-dire que tu vas avoir, gros modo, dire, tu vas avoir une chance sur 2 de détecter un comportement, mais si tu le détectes, tu sais que l'autre ne l'a pas. Mais c'est quand même une chance sur 2. Et en fait, pendant que tu fais tes transferts de photons, tes machins, choses comme ça, tu peux en profiter pour noter ce que tu as reçu. Puis faire des stats, puis comparer les stats de l'autre, et justement, tu vas pouvoir te rendre compte que tu as une inégalité. C'est ce qui a été testé dans l'expérience d'Alain Aspect, justement. Une inégalité, la mécanique quantique te dit qu'en fait, tes statistiques vont forcément dépasser un certain seuil qui ne peut pas s'expliquer si il y a une donnée qui a été partagée au départ, qui a été décidée d'avance entre tes 2 photons. Ce que soutenait Einstein. Il disait qu'on éloigne 2 photons de l'un de l'autre, en fait, ils se sont mis d'accord au départ, quoi. Parce qu'ils sont loin, ils ne peuvent pas communiquer. Il avait un petit problème avec ça, Einstein. Et en fait, il s'avère que cette expérience prouve que oui, en fait, cette inégalité, inégalité de Bell, te dit que tu as des caractéristiques statistiques qui, si c'était le cas, ne pourraient pas dépasser un certain seuil, et on l'a déjà, sur des expériences, largement dépassé. Donc tu peux en gros valider ton matériel en te basant sur le résultat de tes mesures. Ce qui est beaucoup plus difficile avec un routeur Cisco. Allez, on va laisser la place au speaker suivant, qui aura peut-être moins de chatons dans ses fraises.